Les libertés constitutionnelles sont, de l'avis général, peut-être à tort, bien ancrées dans nos démocraties, bien ancrées, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et pourtant. On a eu des constitutions modernes qui ont été prises dans les 20, 30, 40 dernières années. Je pense à la Russie, avec une constitution flambant neuve en 1990 de mémoire, Hongrie, Pologne, et où, en fait, toutes les protections constitutionnelles, une fois qu'un régime ou un gouvernement autocratique voilà, a pris le pouvoir, ces libertés constitutionnelles ont été érodées. Et on pense peut-être aussi au drame de la République de Weimar, avec Hitler qui est arrivé au pouvoir par les urnes et non pas par les armes. Quel est l'état de droit en France? Quels sont les checks and balances? Quelles sont les protections? Mais surtout, la question importante pour vous, c'est, en voyant ce qui s'est fait dans d'autres pays, quels sont, dans les 5 prochaines années peut-être, quels sont les renforcements que vous appelleriez de vos voeux pour que, constitutionnellement, mais aussi institutionnellement, ça ne soit pas possible d'éradiquer la démocratie en France? Malheureusement, la question que vous posez est réelle. Et sans aller chercher de l'autre côté du monde, on le voit en Europe, où à l'est de l'Europe, certains gouvernements, avec des constitutions, et quoi qu'étant à l'intérieur de l'ordre juridique européen, ont pris des positions qui font que la démocratie est une apparence. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion de tout ça? La démocratie, c'est pas simplement les élections. C'est les élections. Mais c'est aussi toute une série de libertés fondamentales qui doivent exister. D'abord, c'est le principe de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Montesquieu a dit là-dessus des choses qui sont parfaitement justes aujourd'hui et qu'il faut observer. Or, dans les pays dont je parle, à l'est de l'Europe, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Puis, c'est l'exercice des grandes libertés, la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de manifestation, enfin bon. Il faut faire très attention dans le travail quotidien que ces libertés ne soient pas grignotées. Alors, dans les régimes qui les grignotent, ou même qui les mangent, le processus est toujours le même. Le premier ennemi à mettre en cause, c'est la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que quand les constitutions sont démocratiques, il faut qu'il y ait une institution qui, non pas se substitue au législateur, aux lois, mais qui dise la loi qui est votée ou la décision qui est prise par le gouvernement, elle est conforme à la Constitution ou pas conforme. Si elle n'est pas conforme, elle ne peut pas prospérer. Alors évidemment, ce sont les empêcheurs de tourner en rond par rapport à ces gouvernements qui veulent mettre en cause pas seulement l'état du droit, mais l'état de droit. L'expérience montre que, au départ, la population soutient la Cour constitutionnelle, les juges, mais qu'au bout d'un certain temps, elle se lasse et que parfois, ces gouvernements arrivent à leur fin. Donc, je dirais, pour répondre à votre question, il faut que le respect du droit soit vivant, il faut que les pratiques de liberté soient quotidiennes, il faut que les institutions qui doivent vérifier cela soient respectées, et j'ajouterais volontiers un élément. Il y a une formule de Victor Hugo, qui était un génie, que j'aime beaucoup. Il a dit souvent la foule trahit le peuple. Et j'ai souvent pensé à cette formule, parce que ces régimes, ils utilisent la foule contre les intérêts du peuple. En utilisant souvent d'ailleurs une technique, qui est la technique référendaire. Évidemment, le référendum, ça existe et ça a beaucoup de mérite, mais pas pour toutes les questions, pas dans n'importe quel cas, pas sans respecter la procédure. Sinon, vous avez pris cet exemple terrible, mais qui est parfaitement exact, Hitler est arrivé au pouvoir par les élections, et ensuite, et ensuite, et ensuite. Donc, c'est une vigilance de chaque instant, et de ce point de vue-là,
Vous m'interrogez, je pense que l'un des clignotants les plus décisifs, c'est la liberté de la presse. Et en vous écoutant, je me dis presque, et là je vais faire un peu de fiction, mais qu'il faudrait pratiquement que le CSA ou son équivalent soit un organe lié au Conseil constitutionnel pour que chaque décision sur des choses qui pourraient être attentatoires à la liberté de la presse ne soit pas d'un contrôle technique et AI classique, mais quasiment constitutionnel. Écoutez, ça, chaque jour suffit de sa peine, mais je redis, comme vous le pensez, que la liberté de la presse, la liberté d'association, enfin toutes les grandes libertés qui ont été conquises en France avec le temps, sont absolument centrales. Et quand on arrache un bout de liberté, le reste vient souvent avec. Alors parfois, dans l'opinion publique, on dit mais qu'est-ce que c'est l'efficacité voudrait qu'on sacrifie les libertés. Non, 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 non. Il ne faut pas être irréaliste, il ne faut pas non plus prendre les mouches qui volent pour des idées. Mais il est très important qu'on soit attentif aux libertés. D'ailleurs, prenons l'exemple actuel, au moment où vous m'interrogez, de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Si la Russie était une démocratie où règnent les libertés, où l'information circule, etc., est-ce que vous croyez que ce type d'attaque serait possible sans réaction très forte de la population? Évidemment non. Donc il y a un lien indissoluble entre les libertés et l'action des gouvernements à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc il faut y être très attentif. Et pour vous, la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne de conditionner l'octroi d'aide européenne au respect de l'état de droit, par exemple, est-ce que ça peut avoir un impact positif et limiter un petit peu les atteintes à l'état de droit? Je l'espère, mais au-delà de la question de fond qui se pose, et par rapport à laquelle chacun, évidemment, peut avoir son sentiment, c'est est-ce qu'on peut être membre d'un club sans respecter les règles du club? Non. Alors là, il ne s'agit pas d'un club, il s'agit de l'Union européenne. Mais si on comprend bien, sans avoir une agrégation de droit, que si les membres de l'Union européenne commencent à dire « Ah ben non, ce qui est décidé par l'Union européenne, moi je ne me l'applique pas », ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, et là je reviens à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce qu'on appelle l'identité constitutionnelle. Et nous avons pris encore récemment une décision où nous disons, bien sûr, l'ordre juridique européen doit s'appliquer, mais il y a des domaines qui, sans être contraires à l'ordre juridique européen, permettent de faire valoir l'identité constitutionnelle nationale, en l'occurrence française. Et c'est cette conciliation qu'il faut opérer. Peut-être la complexité du rôle des conseils constitutionnels, ou des cours constitutionnels, c'est à la fois de cadrer l'action du gouvernement, ça reste dans le champ constitutionnel, peut-être aussi de cadrer la fougue des foules et du peuple, pour que le peuple ne soit pas au-dessus de l'état de droit qu'il a lui-même souhaité, et notamment dans des moments de panique ou d'émotion organisés par un tel ou un tel, et puis de cadrer plus globalement, comme vous l'avez très bien mis en valeur sur le climat, pas seulement à court terme, mais de penser long terme, ce qui est un impensé de beaucoup de situations politiques. On essaye de faire cela sans nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des législateurs. La loi est faite par les représentants du peuple, les députés, les sénateurs, le cas échéant par référendum. Mais la Constitution, étymologiquement, c'est toujours très intéressant de regarder les étymologies. C'est ce qui nous constitue, c'est-à-dire ce qui nous met ensemble. Et les grands principes qui sont ceux de la Constitution, y compris la procédure, qui est celle de la Constitution, doivent être respectés. Et petit à petit, la jurisprudence constitutionnelle a établi ces principes. Et dès lors qu'on veille à leur respect, je pense que les libertés seront garanties. Et aujourd'hui, peut-on réformer la Constitution par l'article 11 ? Réviser la Constitution par l'article 11 ? Non.
Vous savez, d'abord, il faut être assez simple. Si on veut réviser la Constitution, il faut aller dans le chapitre révision de la Constitution. C'est l'article 89. Bon, alors, historiquement, je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais l'article 11 a été utilisé par le général de Gaulle, comme l'on sait, pour réviser la Constitution lorsqu'il s'agit de décider au suffrage universel d'élire le président de la République. À l'époque, le général de Gaulle avait consulté le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, maintenant on a les archives, c'était un Conseil constitutionnel qui était, on l'appelait le chien de garde de l'exécutif, c'était peut-être désagréable, mais enfin c'était très orienté politiquement. Le Conseil néanmoins avait dit non, ça va pas. Et le président du Conseil constitutionnel de l'époque avait mis son haute forme, etc., et était allé voir le général de Gaulle en disant « Mon général, nous avons délibéré entre nous, officieusement à l'époque, et nous pensons que tout de même, réviser la Constitution, c'est l'article 89. » Alors, de Gaulle, on l'imagine, avait dit « Je vous ai bien entendu, je ferai le contraire. » Bon, mais d'une part, le général... déjà un avis négatif. Oui, mais d'une part, n'est pas le général de Gaulle qui veut, et surtout, depuis, ce n'est pas ce qui s'est fait, et tous les juristes sont d'accord pour admettre ce qu'est la jurisprudence maintenant du Conseil constitutionnel, qui est que lorsqu'il s'agit de réviser la Constitution, on utilise la procédure prévue par la Constitution, qui est l'article 89, et pas l'article 11, qui peut servir à autre chose. Et puisqu'il s'agit du référendum, on peut utiliser le référendum dans deux cas de figure. Dans le cas de figure de l'article 11, lorsqu'il s'agit d'une loi, j'allais dire, ordinaire dans certains domaines, mais lorsqu'il s'agit de réviser la Constitution, il faut d'abord avoir l'accord des deux chambres, et ensuite, ou bien réunir le Congrès à la majorité des 3/5, ou bien proposer un référendum. Mais on ne peut pas jouer avec les procédures, parce que la procédure, c'est quand même évidemment la même chose que le fond. Donc, et la question que vous me posez, si je comprends bien, mais je ne veux pas intervenir là-dessus, n'est pas totalement sans lien avec l'actualité. Merci beaucoup pour Merci. cette clarification et pour cet éclairage.